Bonjour à tous, bonjour. On va démarrer le webinaire d'ici 1 minute ou deux, le temps que tout le monde se connecte. Bonjour à tous. Est-ce que tu veux qu'on se présente, Sophie? Oui. Oui. Alors du coup, Marie et Sophie, nous, on est des inspectrices Calliope chez Doge Fideliance. Et du coup, pour ma part, donc chez Doge Fideliance depuis maintenant 2 ans. Et du coup, nous avons été formées toutes les deux en interne pour être inspectrices Calliope sur les audits qui se déroulent depuis 2020. Voilà, moi, je suis un peu plus récente au sein du groupe de Fideliance. Je suis chez eux depuis 6 mois environ. Et j'ai été formée aussi au référentiel Calliope pour vous accompagner dans votre démarche de certification. On va peut-être pouvoir démarrer. Oui. Ouais, ok. Je vais vous présenter déjà notre groupe. Alors en fait, Doge Fideliance appartient au groupe Fideliance, qui regroupe des entités indépendantes. Et au sein de ce groupe, Doge, on est des commissaires aux comptes. On s'est spécialisé notamment dans tout ce qui est extra-financier avec Calliope et dans les accompagnements de démarches RSE et les certifications de déclaration de performance extra-financière, les fameuses DPEF, des grands groupes. Au sein du groupe, on a 300 collaborateurs, on a environ 5000 clients, pas mal de PME, des grands comptes aussi. Et voilà, c'est ce que je peux vous dire en tout cas sur notre groupe. Si on peut passer à la slide suivante, le groupe est engagé en RSE. Ils ont fait pas mal de choses et très récemment, on a labellisé tout le groupe au label Lucie, qui est un label RSE. Auparavant, c'était seulement Doge Fideliance, donc notre entité qui était labellisée Lucie, et on a convaincu tout le groupe de se labelliser Lucie. Et du coup, on va être engagé, et tout le groupe va être engagé sur des engagements sociaux, environnementaux et puis sociétaux aussi. Doge Fideliance, donc à travers Fabien Pourbet, qui est notre directeur technique Calliope, fait régulièrement des webinaires, poste régulièrement des informations sur Calliope. Il faut savoir qu'en fait, Fabien, qui est commissaire aux comptes, a audité du point de vue financier beaucoup d'OPCO. Et donc, c'est un milieu qu'il connaît particulièrement bien, et c'est la raison pour laquelle il a décidé de suivre la certification Calliope. Et donc, du coup, on peut passer à la slide suivante pour se faire certifier et accréditer par le COFRAC en tant qu'organisme certificateur, étant donné que c'était un secteur d'activité qui connaissait particulièrement bien. Donc, on est accrédité depuis vraiment février au sein du COFRAC. Alors maintenant, je vais vous parler un peu de la réforme de la formation professionnelle. On va rentrer dans le vif du sujet. Donc, comme vous le savez, donc Calliope, c'est une nouvelle obligation de qualité pour vous, organismes de formation, afin d'avoir des financements de fonds publics ou mutualisés, donc des financements par des opérateurs de compétences, par l'État, par les régions, par les caisses des dépôts, Pôle emploi, par la GFIP. Et ça devient en fait une condition si vous souhaitez proposer des formations éligibles au CPF et sur la plateforme du compte formation. Alors, pendant tout ce webinaire, on va vous poser des questions, on va vous faire des petits sondages et on va vous en proposer un maintenant. On voudrait savoir si vous avez déjà pris connaissance du référentiel qualité ou pas encore. Si vous avez un peu connaissance déjà de ce référentiel. Voilà, parce que du coup, c'est vrai que Calliope, c'est une marque déposée par France Compétences qui s'adresse à tous les organismes prestataires de formation et du coup qui s'appuie sur le référentiel national qualité, sur les décrets qui sont publiés par le gouvernement et également sur les ordonnances qui sont publiées par la DGEFP. Donc, on va beaucoup vous parler dans ce webinaire du référentiel national qualité, du guide de lecture
qui est un peu l'outil utile pour vous en tant qu'organisme de formation pour se préparer à l'audit? Alors, est-ce que pour trouver les sondages, vous pouvez les trouver dans le chat. Donc, vous allez sur la petite flèche en haut à droite et vous verrez, il y a le chat, les questions et des sondages. Donc, on voit qu'à peu près à 50%, certains ont pris connaissance de ce référentiel, d'autres pas encore. Très bien. De toute façon, pour il y a un peu plus de oui maintenant. Ce webinaire, c'est une bonne introduction pour comprendre ce qu'est le référentiel qualité, mais ça va être aussi intéressant pour ceux qui ont déjà pris connaissance de ce référentiel, parce qu'on va rentrer un peu plus dans le détail. Et surtout, l'idée de ce webinaire, c'était de vous donner un retour d'expérience aussi des questions qu'on a eues des organismes de formation lors de nos audits, nos pré-audits. Je continue? Oui, s'il te plaît. Ouais. Alors, on vous propose une slide un petit peu en marge du webinaire, simplement parce que on a compris, on a vu lors de nos audits qu'il y avait certaines informations que vous n'aviez pas forcément, notamment pour les organismes de formation dont le bilan est de plus de 230 000 euros ou le chiffre d'affaires à plus de 153 000 et ou des effectifs à plus de 3 salariés. À partir de ce moment-là, vous avez, en tant qu'organisme de formation, l'obligation de nommer un commissaire aux comptes pour suivre tout l'aspect financier. Ça, c'est une info, je ne sais pas si vous la connaissiez déjà. Il y a un arrêté aussi du 7 décembre 2020 qui a prolongé les audits initiaux à distance, ce qui nous permet, vu les conditions actuelles, de pouvoir échanger et ça vous permet d'avancer plus rapidement sur votre démarche, si jamais on se retrouve encore une fois en confinement. Et puis, un nouvel arrêté du 1er février 2021 qui annonce qu'à partir du 1er janvier 2022, il y aurait une liste des certificats Qualiopi qui sera publiée et actualisée quotidiennement, ce qui veut dire qu'à partir du moment où vous êtes certifié Qualiopi, les gens pourront aller vérifier que vous avez bien la certification et que vous ne l'avez pas perdue entre-temps si jamais un audit aurait été fait et qui montre que vous n'avez pas été conforme à tous les attendus du référentiel. Alors, l'esprit du référentiel, alors là, c'est pour ceux qui, donc, du coup, ont un petit peu moins de connaissances sur ce référentiel. En fait, l'objectif de la certification Qualiopi, c'est vraiment de mesurer la capacité de l'organisme à mettre en place une démarche qualité et puis à la respecter. Auparavant, donc encore aujourd'hui, on a Datadoc. L'idée de Datadoc, c'était de mettre en place un système qualité, mais c'était seulement, il fallait le déclarer. Aujourd'hui, avec Qualiopi, comme vous êtes audité, il va falloir démontrer cette démarche auprès de votre auditeur. Donc, du coup, l'idée, c'est à travers ce référentiel, de vous aider à créer et à avoir une démarche qualité sur des indicateurs qui sont spécifiques, applicables à des nouveaux entrants. Et il va falloir que vous apportiez des éléments de preuve sur l'analyse des besoins de compétences ou vos modalités de recrutement, d'intégration des personnels, ce genre de choses. On va faire un autre petit sondage. On voudrait savoir si certains d'entre vous sont déjà datadockés ou pas. On va lancer le sondage. On va vous laisser y répondre. Alors, la plupart d'entre vous êtes déjà datadockés, ce qui est plutôt une bonne chose parce que ça veut dire que vous avez déjà une démarche qui est structurée et ça va beaucoup vous aider dans votre démarche de certification pour Qualiopi.
On peut se passer à la slide suivante. Alors, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, vraiment l'esprit du référentiel, c'est aujourd'hui de mesurer votre capacité à mettre en place une démarche qualité et puis la respecter. En fait, l'objectif, c'est d'attester de la qualité du processus que vous allez mettre en œuvre par vous et puis aussi par vos prestataires, parce que vous allez être responsable du processus qualité des prestataires qui vont travailler pour vous. Et sur le développement des compétences, sur la veille, sur les informations que vous allez pouvoir fournir au public. Je ne sais pas si tu as une chose à ajouter là-dessus, Marie. Non, c'est très clair. Du coup, on peut peut-être poursuivre et on va détailler un peu plus ce qu'est le référentiel. Alors, le référentiel, en fait, il est scindé en 7 critères et chaque critère a un nombre d'indicateurs qui lui est attribué. Alors, en termes de critères, vous devez informer votre public sur vos prestations. Et il faut que ce soit, pour le coup, il faut que ce soit des informations publiques, donc accessibles par tous les publics. Et quand on parle de public, on parle de toutes vos parties prenantes, c'est-à-dire évidemment des bénéficiaires de vos formations, des entreprises qui vont demander ces formations pour leurs bénéficiaires, des OPCO, et de l'État et des organismes financiers, en fait. Le deuxième critère, c'est la conception. Donc, l'idée d'identifier précisément les objectifs des prestations que vous allez proposer, de les adapter à vos publics, de faire en sorte que que la conception de ces prestations soit vraiment en lien avec les attentes et les demandes de vos bénéficiaires. Le troisième critère, c'est la mise en œuvre avec l'adaptation de vos prestations et de vos modalités d'accueil et d'accompagnement et aussi sur le suivi de vos actions de formation par rapport aux bénéficiaires. Le quatrième critère, c'est la maîtrise des moyens qui doit être en adéquation avec les moyens pédagogiques et techniques et l'encadrement que vous allez mettre en place pour vos prestations. Le cinquième, c'est la maîtrise des compétences. Et donc là, il va falloir que vous veillez à bien qualifier, à développer les connaissances, les compétences des personnels qui vont être chargés de mettre en œuvre ces prestations. Le sixième critère, c'est sur la veille. Et là, vous allez être responsable de cette veille, alors que ce soit une veille légale, notamment via Calliope, s'il y a des modifications, et il y en a une récemment, donc on va vous en parler un petit peu après, sur les évolutions des formations, les adaptations que vous allez pouvoir mettre en place. Et puis le dernier critère, c'est l'évaluation. Et du coup, le fait que vous preniez en compte les appréciations et les réclamations de toutes vos parties prenantes vis-à-vis de vos formations. On a un petit sondage encore. On attend beaucoup de vous aujourd'hui. On voudrait savoir si vous faites déjà accompagner dans votre démarche Calliope ou pas. Et ce que vient de faire Sophie, c'est exactement l'objectif de ce webinaire. C'est un peu le référentiel national qualité, sa force, c'est de s'appliquer autant aux organismes de formation qu'au CFA, qu'au bilan de compétences, qu'aux prestataires VAE. Et du coup, c'est aussi de vous donner des clés pour comprendre la bonne interprétation de ce référentiel. Parce que sa lecture, c'est vrai, peut donner lieu à des interprétations qui sont un peu différentes d'un prestataire à l'autre. Donc, c'est aussi à nous, auditeurs, de vous montrer notre lecture et du coup les exigences et les attendus de ce référentiel pour les différents critères qu'on vient de vous présenter. Voilà. Et pour la grande majorité d'entre vous, vous ne vous faites pas accompagner. Donc, c'est vrai que c'est essentiel de comprendre, comme le dit Marie, les attendus vis-à-vis de votre organisme. On peut passer à la slide suivante. Alors là, on s'est arrêté sur ce rôle de la fonction
central qui est un peu particulier. En fait, donc, un organisme de formation peut disposer pour mettre en œuvre son activité de plusieurs sites. Et dans ce cas-là, vous allez être qualifié d'organisme multisite. D'ailleurs, on va vous lancer encore un sondage justement pour savoir si vous êtes monosite ou multisite. En fait, l'idée d'être qualifié organisme multisite, la qualification, c'est la présence permanente de personnel qui est requise sur chacun des sites. Donc l'idée, c'est que en fait, vous pouvez être multisite, mais dans ce cas-là, vous allez organiser un seul système de qualité pour tous vos sites. Et donc, c'est la fonction centrale qui sera responsable de ça, qui va régir tous ces sites. Faut savoir que la fonction centrale, c'est pas nécessairement le siège. Et donc, du coup, vous allez, dans cette fonction centrale, avoir des missions administratives commerciales et d'ingénierie. Et tout ça va dans le champ de la certification. Donc, du coup, je regarde vos réponses par rapport au monosite, multisite. Et vous êtes 3/4 à être en monosite. Il y a quand même quelques organismes qui sont multisites. Donc, effectivement, à partir du moment où vous êtes multisite, forcément, l'auditeur va aller auditer cette fonction centrale et regarder comment c'est organisé, comment sont collectées les informations et quelles sont les communications que vous allez déployer vis-à-vis de vos sites. Alors, comme je vous le disais, le référentiel national qualité a été modifié récemment. Ça date du 29 mars dernier. Et donc, on a regardé pour vous toutes les modifications qui ont été faites. Alors, dans le préambule, le référentiel dit que vous avez 2 mois pour mettre en place les modifications, donc en réalité jusqu'au 29 mai 2021. On a fait ce calcul pour vous, très difficile. Et donc, on a vu que sur le critère 1, dans l'indicateur 2, alors les modifications qui ont été apportées au référentiel sont assez mineures. Il n'y a pas de grandes modifications, donc c'est pas une révolution. Tant mieux. Ce que vous pouvez constater juste, c'est qu'il y a eu des apports qui ont été faits, et notamment des précisions sur l'indicateur 2, par exemple, sur les obligations spécifiques des CFA. Il était seulement indiqué que les indicateurs de résultats obligatoires sont cités à l'article L611-8 du Code du travail, et ils ont précisé que c'était des indicateurs qui étaient calculés par les ministères avec un lien vers lequel vous pouvez aller pour avoir toutes les informations. Sur le critère, toujours critère 1, indicateur 3, là, ils ont fait une petite précision parce qu'en réalité, ils parlaient sur les versions précédentes des certifications professionnelles qui étaient donc au RNCP et qui étaient au répertoire spécifique. La V7 a enlevé le répertoire spécifique et ne fait plus référence aux certifications professionnelles RNCP qui sont donc en lien avec l'article 611-13-1 du Code du travail. Concernant le critère 4, sur l'indicateur 20, pareil, c'est un apport. Concernant ce qu'ils appellent le conseil de perfectionnement, avec les membres et les membres du conseil. Et en fait, ils se sont rendus compte que certains conseils n'avaient pas été mis en place. Et donc, ce qu'ils ont proposé, c'est ils ont ajouté qu'une preuve de constitution en cours pouvait répondre à l'indicateur. Et concernant le critère 6 et l'indicateur 28, donc c'est la dernière modification qui a été faite, c'est pareil, c'est un petit ajout sur un élément de preuve pour tout ce qui est période de formation en situation de travail. Et ils ont précisé ce qui était les contrats de professionnalisation avec des périodes d'acquisition d'un savoir en entreprise. Voilà. Et alors, cette version 7, on vous l'enverra de toute façon à la suite de webinaire ou en fin de webinaire pour que vous puissiez en prendre connaissance. En fait, vous allez pouvoir accéder à cette version pendant le webinaire. On va vous mettre le document à disposition. Vous allez pouvoir directement le télécharger. En fait. Super.
Et c'est vrai que nous, on conseille de le lire plusieurs fois. La première lecture permet de prendre connaissance du référentiel, mais vraiment la seconde lecture et les suivantes permettent d'approfondir le sujet et d'identifier les procédures et les processus qui sont à mettre à jour dans votre organisme de formation pour commencer à adopter un système qualité au moins 6 mois avant l'audit initial, commencer à mettre en place une démarche, c'est vraiment ce qu'on conseille. Et nous, maintenant, on va un petit peu décrypter avec vous les attendus du référentiel. Alors, pas tous les indicateurs, il y en a 32, on va en prendre certains pour clarifier un petit peu l'attendu et l'exigence de l'auditeur vis-à-vis des différents indicateurs. Donc, on commence par le critère 1 et l'indicateur 1 sur l'accessibilité des informations de vos formations à tout public. Donc, Sophie l'a déjà dit, mais du coup, le tout public, c'est vraiment accessible de manière universelle à n'importe qui en fait la demande. C'est pas forcément sur un site internet de manière publique, mais ça peut être un catalogue qui est accessible sur demande avec les différents items qui sont cités, donc les prérequis, les objectifs, les tarifs, l'accessibilité aux personnes handicapées. Donc ça, c'est très codifié comme indicateur. Vous devez du coup publier et rendre accessibles ces différentes informations à tout public. Les prérequis ne s'appliquant pas pour les prestataires effectuant des bilans de compétences. Donc, le public, c'est différent du bénéficiaire. Dans le guide de lecture du référentiel national qualité, on parle beaucoup du bénéficiaire de la formation. Le bénéficiaire, c'est vraiment le public qui est accueilli lors de vos formations, contrairement au public qui est toute personne, vous comme moi, qui s'intéresserait aux formations que vous dispensez. Quand on parle d'accessibilité aux personnes handicapées, on parle des conditions d'accueil et d'accès des publics en situation de handicap. Donc, si vos locaux sont adaptés ou bien, dans le cas échéant, la personne ou le contact référent au sein de votre organisme vers qui se tourner si on est porteur d'un handicap pour chercher éventuellement une adaptation de vos formations. Si on passe au critère 2, vous n'hésitez pas à poser vos questions au fil de l'eau. Sophie et moi, on pourra y répondre, mais on le fera également en fin de webinaire. Le critère 2, on vous laisse arrêter sur 2 indicateurs pour un peu les clarifier. Déjà, l'indicateur 4, qui est sur l'analyse du besoin du bénéficiaire. Vous avez à chaque fois dans le guide de lecture donc l'indicateur et puis un niveau attendu qui décrit vraiment, si on le regarde spécifiquement, l'attendu de l'auditeur. Et là, le niveau attendu commence par démontrer comment. Et ça veut bien dire qu'il faut matérialiser par écrit tout positionnement et toute analyse du bénéficiaire en amont de la formation. Si vous effectuez, on le voit par exemple parfois, des entretiens ou des qualifications à l'oral pour s'assurer que les gens ont un prérequis, un tour de table en début de formation, ça peut être des méthodes que vous utilisez, mais tout ça doit être matérialisé par écrit pour qu'il y ait une trace vis-à-vis de l'auditeur et une trace d'une démarche qualité pour que vous puissiez éventuellement tirer des conclusions du tour de table et de l'analyse du besoin qui a été effectué. C'est la différence un petit peu avec Datadoc aussi, c'est que l'auditeur va vraiment vous demander sur vos formations les plus récentes des tests pour savoir comment est-ce que vous avez mis en place et comment est-ce que vous avez mis en œuvre vos processus et vos procédures. On a pareil pour l'indicateur 5, vous voyez que ça commence par démontrer. Quand vous avez ce mot démontrer, c'est vraiment matérialisé par écrit. Donc, également pour les objectifs et l'évaluation de vos formations, l'auditeur doit pouvoir avoir une traçabilité de la qualification de votre public bénéficiaire. Donc, ça peut être via une grille de compétences avec un niveau d'exigence, une note. On doit pouvoir vous poser la question, comment est-ce qu'une évaluation est réussie? Quel est le niveau attendu pour vos formations? Comment est-ce que vous qualifiez compétences acquises à la fin de vos formations? Il doit y avoir une idée de seuil dans la mise en œuvre de vos formations. Si vous n'avez pas de questions, on peut passer au critère 3, qui est donc
tout ce qui est le critère d'adaptation de vos formations au public bénéficiaire. On s'arrête sur l'indicateur 9 tout d'abord. Donc, vous voyez les indicateurs 9 et 12, les indicateurs qu'on a pris pour mettre en relief, ce sont des indicateurs communs, donc qui s'appliquent à tout organisme de formation, quelle que soit la catégorie de formation que vous dispensez. L'indicateur 9, c'est sur l'information du bénéficiaire, donc des gens qui vont assister à vos formations, sur les conditions de déroulement de la prestation. Donc, vous devez leur communiquer le déroulement de la prestation, donc c'est-à-dire les horaires, le lieu de déroulement de la formation, etc. Ou bien vous assurer, si vous faites une formation dans une entreprise tierce, que ces informations sont bien communiquées du secrétariat de l'entreprise au public bénéficiaire. L'idée vraiment de ce référentiel national qualité aujourd'hui, c'est l'information du public bénéficiaire des formations qu'il va suivre. Donc, vous devez, vous, en tant que dispensateur de formation, vous informer que les publics bénéficiaires aient bien accès aux conditions de déroulement de la prestation. Et notamment, en ce moment, avec la situation sanitaire, vous devez, en tant qu'organisme de formation, respecter un certain nombre d'obligations par rapport aux normes Covid. Et c'est quelque chose qu'on va regarder également parce que si on se rend compte que vos conditions de déroulement de prestation ne sont pas du tout actualisées en fonction des actualités récentes, c'est un défaut dans l'information des conditions de déroulement de la prestation qui doivent être diffusées, formalisées et actualisées régulièrement. Et de même pour l'indicateur 12, qui est l'indicateur de prévention des ruptures de parcours. On se doute bien que ce n'est pas une situation que vous rencontrez très fréquemment, des ruptures de parcours de la part de vos bénéficiaires. Mais du coup, même si c'est quelque chose que vous ne rencontrez pas, vous devez avoir mis en place des procédures et un processus pour engager vos bénéficiaires et prévenir ces ruptures de parcours. Et en cas de rupture de parcours, le processus doit être défini pour savoir qui fait quoi dans ce genre de cas. Donc, une question typique qu'un auditeur pourrait vous poser, c'est quelles mesures prendriez-vous si vous rencontriez le cas d'abandon ou de rupture de parcours dans la dispense de vos formations? Lors de l'audit initial, c'est un échange permanent entre l'auditeur et l'audité pour comprendre un petit peu vos processus. Nous, on va vous demander, j'y reviendrai après, vos procédures en amont de l'audit pour bien les comprendre. Mais on va vous demander le jour de l'audit initial de vraiment nous expliquer comment est-ce que vous les mettez en œuvre. Donc, c'est vraiment un échange pour bien comprendre comment les procédures sont réalisées. Au niveau du critère 4, on voulait s'arrêter sur les indicateurs 17 et 19. L'indicateur 17, sur la mise à disposition des moyens humains et techniques adaptés, notamment dans le cas de formation intra, donc qui se déroule dans des entreprises, par exemple, vous devez, en tant qu'organisme de formation, connaître à l'avance l'environnement dans lequel aura lieu la formation. Sinon, vous risquez d'avoir une non-conformité sur cet indicateur si on se rend compte que vous dispensez des formations dans des lieux où vous ne vous êtes pas assuré que les conditions, les équipements étaient appropriés à la dispense de vos formations. Pour l'indicateur 19, si on relit bien, là je ne fais que relire le guide de lecture du référentiel national qualité pour vraiment vous montrer que chaque mot compte dans votre lecture personnelle aussi pour la mise en application de votre démarche qualité au sein de votre organisme. Le niveau attendu de l'indicateur 19 précise que les ressources pédagogiques doivent être actualisées. Donc ça, l'auditeur va aussi le regarder. En regardant par exemple si les ressources pédagogiques, donc les supports de formation que vous dispensez, comportent une date d'édition. Parce qu'on se doute bien qu'entre le support qui est diffusé pour une même formation en 2019 et en 2021, il y aura certaines évolutions qui auront eu lieu. Donc, on va bien regarder les différentes évolutions et l'actualisation en permanence de vos ressources pédagogiques en fonction notamment de la veille que vous avez pu faire. Le critère 5 est relatif du coup aux qualifications de vos formateurs.
des personnes qui sont chargées de mettre en œuvre vos prestations. Est-ce que vous avez réfléchi aux formations qui sont nécessaires pour être formateur chez vous? Que vous ayez des sous-traitants ou des formateurs internes, vous devez vous assurer qu'il y a un niveau de compétence minimal qui est attendu pour dispenser vos formations. Et dans le cas de vos formateurs internes, on ne parle pas des sous-traitants, bien sûr, vous devez démontrer l'existence d'un plan de développement de compétences pour vos salariés, c'est-à-dire de recenser l'ensemble des actions de formation qui sont mises en place par vous en tant qu'employeur pour vos salariés. Si vous êtes indépendant, bien sûr, il n'y a pas de plan de développement des compétences, mais il y a, si vous voulez, une liste de toutes les actions de formation que vous suivez en tant que formateur pour mettre à jour vos formations. Bien sûr, vous n'êtes pas responsable du plan de développement des compétences de vos sous-traitants, mais vous devez vous assurer que vos sous-traitants respectent aussi cette obligation, et c'est-à-dire mettent à jour régulièrement leurs connaissances. Donc, vous devez vous assurer que vos sous-traitants aussi entretiennent et développent leurs compétences en réalisant des formations en externe. Les critères 6 et 7 qu'on va voir maintenant, ce sont des critères totalement nouveaux par rapport à la démarche Datadoc. Donc, ce sont des critères déjà sur l'environnement professionnel du prestataire de formation. Donc, les critères de veille, les indicateurs 23, 24 et 25, qui vous obligent aujourd'hui à mettre une veille commune qui est diffusée à l'ensemble du personnel de formation, qui est connue de l'ensemble du personnel de formation et qui est exploitée dans vos enseignements. Donc, une veille sur le champ légal et réglementaire, sur les innovations pédagogiques et également sur une veille technique métier en fonction du secteur de formation, de votre secteur de formation. Donc ça, ce sont les indicateurs de veille. C'est très important que tous les formateurs n'aient pas une veille différente et qu'il y ait bien une veille commune qui soit mise en œuvre au sein de l'ensemble de vos formateurs. Nous, on va vraiment regarder ça. Ça peut être avec un drive commun, un partage de la veille via des newsletters internes. Il y a plein de moyens de le démontrer et de le mettre en œuvre chez vous aussi pour améliorer les compétences en fait, de vos formateurs. C'est aussi très bénéfique. Ce n'est pas que pour répondre aux exigences du référentiel national qualité, c'est aussi ça a un vrai avantage pour votre démarche qualité au sein de votre organisme. L'indicateur 26, il est tout à fait nouveau aussi. C'est sur le handicap. On a fait un article qu'on vous invite à lire sur notre site internet de chefidalliance.fr sur toutes les exigences concernant l'indicateur 26. Souvent, vous vous posez beaucoup de questions. Est-ce que je suis obligée de mettre mes locaux à jour, de mettre mes locaux disponibles pour accueillir des personnes en situation de handicap? Est-ce que je suis obligée d'avoir un référent handicap dans mon organisme? Quelles sont les compétences d'un référent handicap? Toutes ces questions, on y répond au sein de cet article. Donc, on vous invite à aller le décrypter sur notre site internet. On pourra vous l'envoyer aussi également à la suite de ce webinaire. Et enfin, l'indicateur 27, tout à fait nouveau également, Sophie en parlait tout à l'heure, c'est sur le sous-traitant ou le portage salarial. Si vous faites appel à des formateurs sous-traitants, c'est vous qui portez le numéro d'accréditation NDA et c'est vous qui portez la certification Calliope également. Donc, c'est vous qui êtes totalement responsable de la démarche qualité qui est mise en œuvre par vos sous-traitants. Donc, vous devez vous assurer, déjà dans vos contrats de sous-traitance et ensuite dans la relation avec vos sous-traitants, que ceux-ci respectent la démarche qualité que vous avez mise en place, une démarche qualité qui est conforme aux exigences du référentiel national qualité. Et enfin, le critère 7, qui est le critère d'amélioration continue, avec 3 indicateurs communs, le 30, le 31 et le 32, qui sont un peu une suite. Le 30 qui permet de recueillir les appréciations des parties prenantes, le 31 de traiter les éventuelles réclamations qui sont exprimées par les parties prenantes, et l'indicateur 32 de mettre en œuvre une démarche d'amélioration continue pour votre organisme.
Ce qui est important, c'est que vous ayez prévu un système de collecte des appréciations pour les 4 parties prenantes qui sont citées dans le référentiel national qualité, donc les bénéficiaires de vos formations. Souvent, ce qu'on voit, c'est que vous permettez une fiche d'appréciation à la fin de vos formations à froid ou à chaud pour le bénéficiaire, mais aussi pour vos formateurs, pour vos équipes pédagogiques, pour les entreprises concernées qui financent les formations, pour les financeurs, les OPCO, qui doivent pouvoir avoir un contact avec vous accessible. Ça peut être sur votre site internet, sur votre page LinkedIn aussi, etc., pour éventuellement exprimer leur réclamation à votre rencontre. On attend de vous une démarche qualité qui peut être simplement définie via un suivi, un tableau de bord lors de l'audit initial, mais lors de l'audit de surveillance, l'auditeur peut faire preuve d'une plus grande sévérité ou d'une plus grande attention, je dirais, vis-à-vis de ces indicateurs pour vérifier que vous avez vraiment mis en place une démarche d'amélioration continue. L'audit de surveillance, il a lieu 14 à 22 mois après l'audit initial, donc ça vous laisse le temps, via les points forts et points faibles du processus qui ont été mis en exergue par l'auditeur lors de l'audit initial, de les traiter dans le temps via des processus d'amélioration continue. Et justement, on va vous montrer maintenant notre démarche d'audit chez DeFideliance pour que vous compreniez bien ce qu'on attend et comment on fonctionne. Donc déjà, vis-à-vis de la loi, on vous demande un certain nombre de pièces administratives en amont de l'audit pour vérifier notamment votre dernier bilan pédagogique et financier, parce que vous savez que en fonction du chiffre d'affaires de formation que vous réalisez, le nombre de jours d'audit qui vous sont attribués ne sont pas les mêmes. Donc, ce sont un checking qu'on réalise en amont de l'audit. On vous propose, en amont de l'audit, la réalisation d'un pré-audit qui est exhaustif sur tous les indicateurs du référentiel, mais qui est moins poussé, donc qui est en fait moins exhaustif parce qu'on va regarder vos processus et vos procédures que vous mettez en place, mais on ne va pas réaliser de tests sur les dernières formations qui ont été effectuées pour vérifier que ce processus est bien mis en œuvre. L'intérêt du pré-audit, c'est que il est à distance. On vous demande de déposer tous vos documents sur notre plateforme sécurisée My Company Files, comme vous le voyez. Avec pour chaque indicateur, on vous demande de décrire succinctement ce que vous mettez en place dans votre organisation et d'importer du coup les éléments de preuve qui montrent la bonne application du processus. Ce formulaire de pré-audit, on l'utilise également pour l'audit initial, mais pour le pré-audit, on collecte en amont toutes vos preuves et on se prend du coup une matinée ou une après-midi généralement d'échange avec vous pour que vous nous expliquiez comment vous mettez en place ces différentes procédures. Et à la suite de ça, on vous remet un rapport de pré-audit avec vos différentes non-conformités au vu de ce que vous nous avez fourni, mineurs ou majeurs, sur tous les indicateurs qui vous sont applicables. Donc, c'est très utile parce qu'en fait, en amont de l'audit initial, vous avez quand même un pré-audit qui permet de connaître un petit peu le niveau de maturité que vous aviez vis-à-vis du référentiel national qualité. Et puis de vous mettre d'équerre pour l'audit initial. On peut vous poser la question du coup, si vous pensez faire un pré-audit ou pas. C'est aussi peut-être à la fin du webinaire quelque chose qui aura changé. Maintenant, on sait aussi que certains d'entre vous se font suivre. Donc, voilà, il y a toute forme de schémas qui peuvent être mis en place. Et si vous vous posez encore la question, on n'a aucun souci à refaire un point avec vous en one-to-one. Je suis désolée pour cet anglicisme, pour vous expliquer un peu plus avant quels sont les intérêts de faire ce pré-audit. Mais écoute, pour l'instant, on a deux personnes deux organismes qui seraient intéressés. Trois votes. Donc. Ok. Donc, c'est vrai que l'audit initial, avec un pré-audit réalisé avant, permet quand même, on le voit dans les audits 2020 et 2021 qui ont été réalisés, de bien meilleurs résultats et beaucoup moins de non-conformité.
qui sont dégagés suite à l'audit initial. Entre le pré-audit et l'audit initial, on vous conseille au moins un mois, si ce n'est plus, pour vous préparer et prendre connaissance et prendre en compte les conclusions qu'on vous a formulées à la suite du pré-audit pour réaliser l'audit initial. Avant l'audit initial, on vous envoie un plan d'audit. Un plan d'audit qui vous permet de savoir en amont quand aura lieu l'audit. On vous demande de remplir les interlocuteurs que l'on rencontrera. Le jour de l'audit, on commence toujours avec une réunion d'ouverture pour présenter les objectifs, le plan d'audit, établir les typologies de non-conformité. Donc, ça nous permet de poser le cadre. Et une fois la réunion achevée, du coup, le travail d'audit commence par l'analyse de chacun des indicateurs, à la suite les uns des autres. On aura récolté en amont, via notre plateforme en ligne, toutes vos procédures. Du coup, ça nous permet aussi d'en prendre connaissance, d'aller plus vite, d'avoir préparé quelques questions et d'être dans un échange avec vous. Et puis, on vous demande du coup des tests sur les formations récentes et assez significatives en termes horaires pour vérifier en fait que les procédures que vous nous décrivez sont bien mises en place. Donc ça, c'est un petit peu notre rôle, nous en tant qu'auditeurs et vous en tant qu'organisme de formation. Donc ça résume un petit peu voilà, ce que je viens de dire. À la suite, à la fin de la journée ou plus, ça dépend, ou des 2 jours, 3 jours, ça dépend. À la fin de l'audit, en tout cas, on fait une réunion de clôture où on vous présente les points forts et les axes d'amélioration des processus audités. Ce sont des points forts et des axes d'amélioration que vous retrouverez dans le rapport d'audit. Et on vous présente les non-conformités éventuelles qu'on a relevées. Ces non-conformités, elles seront vérifiées. Le travail de l'auditeur, il est confronté en interne avec un comité de certification qui est composé chez nous d'une personne, même s'il a le nom de comité, qui relie le travail de l'auditeur pour le challenger, pour voir si les non-conformités qui ont été dégagées eh bien, sont vraiment justifiées. Et à la suite de ces non-conformités, on va vous remettre des fiches de non-conformité si jamais vous avez des non-conformités, où vous devez lever ces non-conformités pour obtenir la certification Calliope. Si vous avez plus de 5 non-conformités mineures ou une non-conformité majeure, la certification Calliope ne peut pas vous être délivrée. Mais donc, ce qui se passe si vous avez des non-conformités, c'est qu'on va vous demander des plans d'action correctifs pour lever ces non-conformités, à mettre en œuvre sous 3 mois pour toute non-conformité majeure et à mettre en œuvre sous 6 mois pour toute non-conformité mineure. Et si vous avez moins de 5 non-conformités mineures, on regardera la correction de ces non-conformités à l'audit de surveillance, donc 14 à 22 mois après l'audit initial. Par contre, si vous avez plus de 5 non-conformités mineures ou plus d'une non-conformité majeure, on devra faire un audit, ce qu'on appelle un audit complémentaire entre l'audit initial et l'audit de surveillance pour vraiment vérifier qu'on puisse vous délivrer quand même la certification à la suite de la correction de ces non-conformités qui ont été décelées. Tout l'intérêt du pré-audit, en fait, parce que c'est vrai que le pré-audit vous donne quand même un aperçu de toutes les non-conformités éventuelles que vous auriez eues le jour de l'audit pour éviter ce genre de situation avec peut-être un audit complémentaire, des plans d'action correctifs à mettre en œuvre, etc., qui peuvent être lourds pour votre organisme de certification. Donc, si les non-conformités sont levées, on émet le certificat Calliope avant le 1er janvier 2022. L'audit de surveillance peut se réaliser à distance si l'audit initial a été fait sur site. Dans le cas des organismes multisites, on échantillonne un ou plusieurs sites en fonction de l'analyse de risque qui a été menée. Donc, l'analyse de risque, en fait, elle est citée ici. Qu'est-ce qu'on regarde comme risque? Comme risque, c'est si le volume d'activité entre l'audit initial et l'audit de surveillance a beaucoup augmenté, si vous avez un nombre important de non-conformités qui avaient été décelées, si des défaillances ont été constatées, etc. Ce sont des risques, en fait, qui vont nous amener à échantillonner peut-être plusieurs sites plutôt qu'un site dans le cas d'un organisme multisite. Nous, on a notre règle habituelle
chez Doge Fideliance, c'est qu'on prend le nombre de sites audités à l'audit initial et on le multiplie par 0,6. Donc, on édite toujours moins de sites à l'audit de surveillance, sauf si vraiment des défaillances dans votre système qualité ont été décelées. On effectue plus particulièrement un contrôle sur l'usage de la marque Calliope, parce que vous savez que nous, on est garant de l'usage de la marque qui vous a été délivrée lors de l'audit initial. Donc, avec une charte d'usage de la marque Calliope, c'est très normé. C'est une marque qui est déposée par France Compétences, donc très normée. Vous devez utiliser le bon logo avec la catégorie de formation pour laquelle vous avez été certifié, etc. Donc, on vérifie surtout l'usage de la marque Calliope et puis on vérifie les axes d'amélioration qui ont été décelés durant l'audit initial. On les vérifie aussi durant l'audit de surveillance. On fait un suivi, en fait. Et comme chez Doge Fideliance, c'est la même équipe d'audit qui vous suit entre l'audit initial et l'audit de surveillance, que ce soit Fabien, Sophie ou moi, vous aurez toujours quelqu'un qui vous suivra tout au long de votre cycle de certification. Et ben, du coup, la relation avec l'auditeur est beaucoup plus fluide parce que c'est un suivi en fait de A à Z sur 2 ans, 2-3 ans. Donc, pour se préparer aux attendus de l'audit, on peut vous envoyer le guide de lecture dans sa version 7, dont on a discuté. Et puis là, on vous a remis un petit peu le calendrier de notre processus de certification. Et comme on vous le disait, donc on est 25 auditeurs, nous, chez Doge Fideliance, dont 3 plus particulièrement dédiés à Calliope, donc Fabien, Sophie et moi. L'intérêt, c'est qu'on est formé en interne. L'équipe est vouée à s'agrandir au fur et à mesure de cette année 2021, mais toujours en interne avec du coup une petite équipe flexible pour répondre à vos éventuelles questions et suivre votre dossier tout au long de votre processus de certification. Alors, Marie, on a… je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on t'entend bien. On a une question. Mélanie voudrait revenir sur l'indicateur 30 et avoir des précisions. En fait, tu as parlé d'interrogation des financeurs. Alors, je pense que c'était plus sur comment, sur cet indicateur, le recueil des appréciations et des réclamations des parties prenantes. Peut-être Mélanie… peut-être reprend. Et si c'est pas assez clair, Mélanie, n'hésitez pas à nous reposer une question pour avoir des précisions. Oui. Alors, les financeurs de vos formations, ce sont du coup plus particulièrement les OPCO. Et vous devez prévoir en fait un système de collecte à destination de cette partie prenante. Donc, c'est une partie prenante avec laquelle vous n'avez pas des contacts très fréquents. Donc, ce qu'on voit souvent, c'est de permettre un système de collecte via une adresse de contact. Donc, sur votre site internet, on voit parfois tout simplement la mention. Si vous êtes financeur et que vous souhaitez nous faire parvenir vos appréciations sur les formations que l'on dispense, veuillez vous adresser à l'adresse mail suivante ou veuillez remplir le formulaire de contact suivant. Vous avez souvent sur vos sites internet des formulaires de contact. Vous pouvez écrire une mention à destination du financeur aussi pour leur permettre de collecter leurs appréciations, ou bien vous pouvez aussi les solliciter à une fréquence pertinente, le niveau attendu. Donc, ça peut être une fois par an ou moins ou plus pour connaître leurs appréciations. L'important, ce n'est pas forcément de recueillir les appréciations, c'est plutôt de permettre la collecte de ces appréciations. On se doute bien que vous n'arriverez pas à recueillir les appréciations de tous vos bénéficiaires, de tous vos formateurs, de toutes vos entreprises concernées et de vos financeurs. Mais l'important, c'est de permettre et de montrer à l'auditeur que vous avez permis la collecte de ces appréciations. Voilà. En tout cas, pour cet indicateur, parce que c'est vrai que sur les autres indicateurs, après, il faut, si je ne me trompe pas, Marie, il faut analyser toutes ces réclamations et ces appréciations et les faire rentrer dans une démarche qualité, du coup.
Voilà, voilà, exactement. Mais si vous n'avez pas d'appréciation qui vous sont parvenues des financeurs, c'est pas grave. L'important, en fait, ce que demande l'auditeur, c'est de permettre la collecte de ces appréciations. Et après, si effectivement des appréciations avec d'éventuelles réclamations vous parviennent, vous êtes dans l'obligation de les traiter. Nous, de toute façon, vous avez nos contacts mail en fin de webinaire. Donc, si ce n'est pas déjà fait, on vous invite à faire une demande de devis en ligne. Je pense qu'en dernière slide, voilà, on a mis l'adresse de notre site internet pour vous permettre d'effectuer une demande de devis. Dans la demande de devis, elle dure moins de 5 minutes et elle nous permet de vous demander les informations essentielles pour établir une proposition financière à votre rencontre. Du coup, le montant de votre dernier PPF, le nombre de sites que vous avez, le nombre de catégories de formation, etc., de formateurs que vous avez. Donc, ce sont des questions très rapides. Et vous obtenez votre devis très rapidement à la suite. Et après, nous, on est disponible aussi pour répondre à vos questions sur ces devis qui vous ont été envoyés. Un petit ajout par rapport à ce que tu viens de dire. Vous avez sans doute été au courant de cet hébergeur de site internet qui a brûlé. On a fait partie des gens qui ont été un peu impactés, en tout cas un de nos fournisseurs. Et donc, il peut arriver parfois qu'on ait des problèmes avec les devis. Mais de toute façon, on reçoit l'information, donc on pourra vous contacter. Et ça peut prendre du coup un peu plus de temps. En général, quand vous le faites, ça se fait automatiquement. Vous faites le devis, le lendemain, vous recevez quelque chose. Si vous ne l'avez pas le lendemain, c'est qu'a priori, ça va passer en manuel. Donc, ça peut éventuellement prendre un tout petit peu plus de temps. Voilà. On vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas, comme Marie l'a dit, à nous contacter si vous voulez des précisions. On est à votre disposition et on vous souhaite que cette démarche de certification se passe au mieux pour vous tous. Voilà. Merci à tous. Très bonne fin de journée. Au revoir.